Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les membres du bureau de la MCV à ce deuxième webinaire dédié aux highlights du congrès de l'ESC, la Société européenne de cardiologie. Et ce soir, nous avons préparé un programme très riche, très passionnant. Et on va continuer avec l'insuffisance cardiaque, mais aussi on va parler des valvulopathies. Et pour cela, nous vous avons invité vraiment des experts internationaux en la matière. Et donc, la première partie, nous allons commencer par les nouveautés concernant les guidelines européennes sur les valvulopathies, certainement avec les nouvelles études sur le traitement percutané, la valvulopathie mitrale et aortique, les nouveautés sur les anticoagulants oraux directs. Et en deuxième partie, on va parler des nouvelles études, et particulièrement la grande étude phare sur l'insuffisance cardiaque à FVG préservée, la première étude positive dans le traitement de l'insuffisance cardiaque préservée en parole preserved, qui sera présentée par professeur Fayez Zanet. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter professeur Young pour nous présenter les highlights des guidelines des valvulopathies. Je rappelle que le professeur Young, c'est un grand expert des valvulopathies. Il était le président du groupe de travail des valvulopathies de la Société française de cardiologie, groupe de travail de valvulopathie de la Société européenne de cardiologie, et il est le reviewer de ces guidelines. À vous la parole, professeur Young. Merci beaucoup, Leïla, de votre invitation. Je suis heureux de saluer tous mes collègues tunisiens. Je vois que vous êtes extrêmement nombreux ce soir. Évidemment, on préférerait se voir plus directement. Vous savez que j'ai l'occasion de venir en Tunisie plusieurs fois par an habituellement, et on attend avec impatience de pouvoir à nouveau se revoir directement et avec la chaleur de votre accueil qu'on connaît bien. Alors donc, je vais vous donner quelques points de repère sur ces recommandations qui ont été présentées juste cet après-midi. Les diapositives sont des copies du texte, les diapositives, les guidelines qui ne sont pas encore prêtes, mais j'espère que ça vous donnera une première idée. Alors, ces recommandations 2021 sont une évolution, comme toujours, des recommandations existantes. Pas de bouleversement majeur. Ce que l'on peut dire sur cette diapositive qui représente l'illustration centrale, ces recommandations mettent encore plus en avant que les précédentes la notion multidisciplinaire de heart team et de centres de référence de valvulopathie qui doivent s'articuler avec l'évaluation du patient et l'optimisation du traitement. Un point qui est plus mis en avant dans ces recommandations par rapport aux précédentes, puisqu'il y avait déjà ces notions, bien sûr, d'évaluation multidisciplinaire, c'est c'est un petit peu une évidence, mais c'est que le patient est au centre de toute cette évaluation et que il faut bien sûr l'évaluer avec une évaluation clinique et sur les évaluations complémentaires avec toujours les questions habituelles. Quelle est la sévérité de la valvulopathie? Quels sont les symptômes? Quel est le retentissement de la valvulopathie en dehors des symptômes? Et quel est le risque des interventions ainsi que l'espérance de vie du patient afin de retenir les indications d'intervention. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est l'importance que cette évaluation, en particulier lorsque les décisions sont difficiles, comme les valvulopathies asymptomatiques, les polyvalvulopathies, les valvulopathies pour lesquelles il y a une discussion entre un traitement interventionnel percutané et un traitement chirurgical, que cette évaluation soit faite dans des centres qui disposent de toutes les ressources, aussi bien en termes d'investigation que de traitement, mais aussi qui ont une évaluation de leurs résultats. C'est quelque chose qui est un petit peu nouveau à la suite des
travaux faits par le groupe européen des valvulopathie sur les centres de référence. Tout ça aboutissant à une décision qui doit être, on l'espère, la plus optimisée possible pour le patient. Alors, pour commencer, pour vous donner vraiment un petit survol des principales valvulopathies et des principales nouveautés, le rétrécissement aortique, bien sûr, parce que d'une part, c'est la valvulopathie qui est la plus fréquente parmi les patients hospitalisés, et parce que, évidemment, vous le savez, le traitement a été complètement bouleversé depuis maintenant plus de 10 ans avec le développement du TAVI conçu par Alain Cribier, qui, au départ, avait été introduit pour traiter les patients à haut risque chirurgical et qui, progressivement, à la faveur d'études randomisées et de grands registres, est devenu réellement une alternative à la chirurgie chez un nombre croissant de patients. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de la sténose aortique, je passerai rapidement parce qu'il n'y a pas de réelle nouveauté par rapport aux dernières recommandations de 2017. Toujours la mise en avant de la vitesse maximale et du gradient moyen. Si c'est supérieur à 40 mm de mercure, le rétrécissement aortique est serré, sauf dans les rares cas d'hyperbolie. Lorsque le gradient est inférieur à 40 mm de mercure, c'est là où on est dans des sténoses aortiques à bas gradient, où il faut tenir compte de la surface aortique, mais aussi d'autres critères comme le volume d'éjection systolique indexé et le score calcique. Pour ce qui est donc du traitement, comme toujours, le principal facteur de choix, ça va être l'existence de symptômes. S'il y a des symptômes, à droite de la diapositive, eh bien, à ce moment-là, il faut envisager une intervention. Si la sténose serrée est symptomatique, il y a une indication d'intervention, sauf dans les cas où l'intervention est considérée comme un risque de futilité, c'est-à-dire sans bénéfice pour le patient, chez des patients qui sont âgés avec des comorbidités et chez qui l'âge et les comorbidités compromettent plus l'espérance de vie qu'en valvulopathie aortique. Ce point reste très difficile. Ces recommandations mettent plus en avant la fragilité, la frailty, qui est difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas d'évaluation standardisée. Je crois que c'est quelque chose pour lequel on doit faire appel à nos collègues gériatres qui ont vraiment une très bonne expertise dans ce domaine. Et il faut savoir quand même de temps en temps s'arrêter, ne pas aller trop loin. Et en pratique courante, ça reste quand même quelque chose de très difficile lorsqu'on a un patient très fragile, mais qui est symptomatique. Il est parfois difficile de récuser toute intervention vis-à-vis du patient et de la famille, même si on a la conviction que c'est ce qui est plus raisonnable. À part ces cas d'intervention futile, il faut aller vers une évaluation multidisciplinaire et les nouvelles recommandations entre TAVI et chirurgie qui étaient très attendues font une partition en fonction des scores de risque, ce qui n'est pas nouveau, et aussi de l'âge, ce qui est un peu plus nouveau dans les tableaux et dans les graphes de recommandation, avec donc chez les patients de moins de 75 ans et à faible risque opératoire, score STS ou Euroscore 2 inférieur à 4%, ou bien sûr chez les patients chez qui le TAVI n'est pas envisageable, mais ce sont des cas assez rares maintenant. Donc, chez les patients de moins de 75 ans et à faible risque, la chirurgie reste le traitement favorisé en première intention. Chez les patients de plus de 75 ans ou chez les patients qui ont un risque opératoire élevé, un score supérieur à 8%, à ce moment-là, le TAVI est directement proposé en première intention. Et chez tous les autres patients, c'est-à-dire les patients entre 75 et les patients qui ne répondent pas à ces critères d'âge et qui ne rentrent pas dans ces critères de score de risque, à ce moment-là, c'est la décision multidisciplinaire du Heart Team entre TAVI et chirurgie. Alors, ces recommandations diffèrent assez des recommandations nord-américaines, ACCH, qui ont été publiées fin 2020, il y a moins d'un an, qui, elles, favorisent la chirurgie plutôt avant 65 ans, le TAVI après 80 ans, et ont une frange intermédiaire entre 65 et 80 ans qui représente
une très grande proportion de patients dans lesquels les deux techniques sont envisageables. On pourra réévoquer ces recommandations dans la discussion. Un des points importants étant que même si on a des études récentes qui valident le TAVI chez des patients à faible risque, il s'agissait de patients qui avaient un âge moyen supérieur à 70 ans dans les études publiées et avec un recul qui reste limité. Donc voilà pour la sténose aortique. Pour les patients, pour la sténose aortique symptomatique, pour les patients asymptomatiques, pas de changement majeur. Si la fraction d'éjection est inférieure à 50%, il y a une indication opératoire. Chez les autres, il faut faire un test d'effort. J'insiste à nouveau sur ce test d'effort parce qu'on sait que les symptômes sont très subjectifs. On sait qu'à peu près un tiers des patients qui ont un rétrécissement aortique qui se disent asymptomatiques ont en fait des symptômes. Et on sait aussi que malheureusement que ces tests d'effort sont très sous-utilisés en pratique courante. Dans le registre européen VHD2, qui comportait des patients évalués en 2017, seulement moins de 10% des patients avec des valvulopathies asymptomatiques étaient évalués à l'effet. Sinon, ce sont les facteurs assez classiques, progression de la sténose, élévation du BNP, ou fraction d'éjection inférieure à 55%, ce qui est un peu plus récent. Une fraction d'éjection inférieure à 50% est une recommandation de classe 1, celle à 55% une recommandation de classe 2. Mais donc, les changements principaux concernent les rétrécissements symptomatiques avec le choix entre chirurgie et thérapie. Une autre valvulopathie pour laquelle il y a certains changements, c'est l'insuffisance mitrale primaire, qui est la seconde valvulopathie en termes de fréquence chez les patients hospitalisés. En cas de symptômes, à droite de la figure, les patients doivent être évalués par l'équipe multidisciplinaire. S'ils sont inopérables ou à haut risque, il faut envisager une discussion entre chirurgie et traitement percutané par le mitraclip. Chez les patients qui ont un risque, là aussi un risque très élevé de futilité, il faut savoir ne pas intervenir. Chez les patients qui ne sont pas à risque élevé, la chirurgie est très clairement le traitement favorisé, en favorisant la plastie mitrale lorsqu'elle est possible, compte tenu des conditions anatomiques. Les changements concernent surtout les patients asymptomatiques, chez lesquels les seuils de dilatation ventriculaire gauche sont désormais plus faibles, puisque c'est une recommandation de classe 1 d'intervenir si le diamètre télésystolique ventriculaire gauche est supérieur à 40 mm dans tous les cas de figure. C'était 45 mm dans les précédentes recommandations. Si le diamètre télésystolique est inférieur à 40 mm, si la fraction d'éjection est préservée, à ce moment-là, on prend en compte l'existence d'une fibrillation atriale récente ou d'une hypertension artérielle pulmonaire qui doit conduire à envisager l'intervention. Dans les autres cas, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas de dilatation ventriculaire gauche significative, en rythme sinusal, sans hypertension artérielle pulmonaire, on peut envisager la chirurgie seulement s'il y a une très forte probabilité de plastie avec un bon résultat et chez les patients qui ont une dilatation atriale. Là aussi, les recommandations vont un petit peu moins loin que les recommandations américaines. Un autre domaine qui a beaucoup évolué avec les études sur le traitement percutané dans l'insuffisance mitrale secondaire, c'est donc l'insuffisance mitrale secondaire ou fonctionnelle, sur cardiopathie ischémique ou sur cardiopathie dilatée. Les recommandations insistent en premier lieu sur l'importance d'optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque. Ces patients sont avant tout des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection altérée. Il faut qu'ils aient un traitement optimisé selon les recommandations, traitement médicamenteux, resynchronisation si elle est indiquée. Et ensuite, en fonction des caractéristiques, selon qu'il s'agit d'une cardiopathie ischémique avec indication opératoire, et selon le risque opératoire, un choix entre chirurgie et mitraclip. Si les patients sont à haut risque opératoire et avec une
une forte probabilité d'efficacité du nitraclip, selon essentiellement les critères de Coapt. Il y a maintenant une recommandation de classe 2A pour le plastique percutané bord à bord, c'est-à-dire le. On pourrait rediscuter aussi de ce sujet, compte tenu des discordances entre Coapt et Nitra-FR, dont on sait qu'elles ne sont pas totalement. Un dernier point sur lequel il y a eu des relatives nouveautés, qui est un point important en pratique courante, c'est le traitement antithrombotique des prothèses valvulaires. Pour ce qui est des prothèses mécaniques, pas de grands changements, ça reste exclusivement un traitement par antivitamine K. L'association d'aspirine, comme dans les recommandations précédentes, n'est envisagée que chez des patients sélectionnés, essentiellement des patients qui ont des coronaropathies associées à haut risque embolique, thromboembolique. Ça n'est qu'une recommandation de classe 2B. Les recommandations insistent, comme les précédentes, mais c'est un peu plus explicite, sur, en cas d'intervention non cardiaque, sur le fait d'abord de faire ces interventions sous antivitamine K si c'est possible, c'est notamment des soins dentaires, et lorsque l'intervention est une chirurgie lourde, de faire dans tous les cas un relais par héparine, ce qui doit être le plus bref possible. Pour ce qui est des bioprothèses, il y a un petit peu plus de changements, avec notamment, ça n'apparaît pas directement sur ce graphique, mais ça apparaît dans les tableaux de recommandation, une place plus importante aux anticoagulants directs. Les anticoagulants directs, ou NACO, avaient été introduits en 2017 pour les valvulopathies natives, également pour les bioprothèses, mais avec une recommandation de classe 2A. Maintenant, c'est une recommandation de classe 1. Si un patient qui a une bioprothèse a une indication aux anticoagulants, en général, c'est par de la fibrillation atriale, c'est désormais des anticoagulants directs qui doivent être privilégiés sur les antivitamines K. C'est la conséquence notamment de l'étude River récemment publiée. Sinon, les indications d'anticoagulation sont formelles durant les 3 premiers mois post-opératoires pour les bioprothèses mitrales et tricuspides. En position aortique, on a le choix entre aspirine et anticoagulants oraux. Après TAVI, là aussi, avec les études randomisées récentes, des modifications de pratique, avec une mono-anti-agrégation plaquettaire par aspirine qui est recommandée en classe 1 et non plus la double anti-agrégation comme auparavant. Voilà un petit peu les principales nouveautés sur lesquelles je voulais un peu insister, et on peut, je pense, réévoquer tout cela dans la discussion. D'accord, donc je vous remercie énormément aussi, professeur Young, pour cette belle mise au point. Et puis, on a vu qu'il y a quand même certains changements dans les paramètres d'évaluation, essentiellement lors de l'intervention chirurgicale pour les valvulopathies asymptomatiques. Là, on se pose, y en a-t-il une place dans ces recommandations par rapport aux nouvelles techniques échocardiographiques, le KD, le strain, le speckle tracking? Est-ce que ça a été mis, est-ce qu'il y a quand même une certaine place à ces paramètres-là ou non? Alors, non, c'est très clairement, il n'y a pas, enfin, ça ne rentre pas dans les critères d'indication. Il est considéré que ces données sont issues essentiellement d'études observationnelles. Il y a eu des études numériquement plus importantes ces dernières années, mais les niveaux de preuve étaient considérés comme insuffisants pour donner des seuils précis. Et d'ailleurs, les études ne sont pas consensuelles entre elles pour fixer des seuils qui posent en plus le problème de reproductibilité dans ces examens. Donc, il est mentionné que ça peut être pris en compte, enfin en tout cas, ce ne sont pas des critères de premier plan. Il y a une autre question aussi intéressante, toujours avec les valvulopathies asymptomatiques, surtout le RAC asymptomatique, et la place du dosage de NT pro BMP ou BMP dans le suivi de ces patients, surtout pour l'indication opératoire. Alors, le BMP, je vais y revenir, mais je trouve que cette question est extrêmement importante sur le suivi des patients, des patients avec un rétrécissement aortique qui sont asymptomatiques. Dans les recommandations, ils recommandent de suivre les patients
pour lesquels on n'a pas retenu d'indication opératoire, de les suivre tous les 6 mois. Je trouve, enfin, à titre purement personnel, moi je conseille des suivis plus réguliers. Je conseille aux patients qui revoient leur cardiologue au moins 3 fois par an, tous les 4 mois, parce que, pas forcément pour multiplier les échographies, mais pour simplement interroger les patients, parce que l'expérience prouve que, comme on l'a dit tout à l'heure, les symptômes sont très subjectifs et il est très rare que les patients viennent d'eux-mêmes en rapportant un nouveau symptôme. Il faut leur demander régulièrement s'ils sont symptomatiques ou pas. La place du BNP n'est pas recommandée pour le suivi dans les recommandations, et d'ailleurs, il n'y a pas tellement de données dans la littérature. Il y a des données sur la valeur pronostique, mais pas tellement lors du suivi. Mais si on a des doutes, ça peut être quelque chose qui peut aider. Et si on a une augmentation qui est vraiment très importante, qui est répétée, ça peut conduire à faire un nouveau test d'effort, à se poser des questions sur l'évolutivité de la valvulopathie. Question, effectivement. Merci, professeur Young, pour cette belle mise au point et revue des recommandations. Je reste toujours dans le rétrécissement aortique asymptomatique. Je vois qu'il n'y a plus l'hypertension artérielle pulmonaire comme indication qui nous pousse pour opérer les patients avec un rétrécissement aortique serré. Ce n'est pas comme en 2017, parce que je croyais qu'en 2017, il y avait l'HTAP. Là, c'est plus comme paramètre pour pousser le patient au chirurgien. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais vérifier le tableau pour ne pas vous dire de bêtises, parce que franchement, je ne sais pas complètement intégré. Il y a plus ça a été il y a aussi une autre question. Non, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas. Alors, si, il y a une chose, donc la PAP systolique n'a pas changé. Par contre, il y a un point qui est assez important que je n'ai pas mentionné, qui a changé dans les recommandations sur les sténoses aortiques asymptomatiques, c'est que le rétrécissement aortique très serré est maintenant défini par une vitesse maximale supérieure à 5 mètres secondes et non plus 5,5 comme dans les précédentes recommandations, ou un gradient moyen supérieur à 60 mm de mercure. Ce point est important parce que ça concerne un nombre de patients relativement important parmi les asymptomatiques, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à même de changer les pratiques. Ouais. Et peut-être il y a aussi une nouveauté concernant la quantification des valvulopathies, c'est concernant aussi l'insuffisance mitrale secondaire. Maintenant, les choses sont plus claires. Avant, on disait qu'une surface de reflux régurgitant qui dépasse 20 mm carrés, c'est en faveur d'INIM sévère. Maintenant, c'est plus clair, c'est comme l'organique supérieur à 40 mm carrés avec un volume régurgité qui est supérieur à 45 millilitres et en faveur aussi d'une IM importante. Donc là, je pense aussi que c'est une nouveauté dans ces guidelines concernant la quantification de l'IM. Il y a aussi une autre question concernant les valvulopathies asymptomatiques. Y a-t-il un traitement? Excusez-moi juste, Leïla, je suis tout à fait d'accord et je n'ai pas mentionné ce point dans mon petit survol et merci beaucoup de le rappeler parce que ça, c'est très important. Il y a eu beaucoup de discussions. Finalement, on s'est aligné sur les recommandations américaines puisque déjà en 2017, ils avaient proposé cette modification. C'est en fait deux approches différentes. Ça a été discuté cet après-midi dans la discussion de la présentation des guidelines, qui est le fait que le seuil qu'il y avait avant de 0,20 venait d'études pronostiques qui avaient montré qu'à partir de ce seuil, le pronostic était moins bon. La révision à 0,40 vient en fait des études interventionnelles et en particulier de COAPT et de NITRA-FR qui ont montré finalement qu'il n'y avait pas de bénéfice à traiter ces patients. Il y a eu des études chirurgicales aussi à traiter ces patients qui avaient des surfaces de réflexe régurgitant relativement basses. Donc, c'est ces deux approches différentes, une approche pronostique au départ, mais maintenant que l'on dispose d'études randomisées, une étude randomisée chirurgicale et deux études randomisées avec le MitraClip, ça conduit à définir ces seuils et je pense que ça, c'est un point qui est important. Ouais. Et il y a plein de questions sur la tricuspide de professeur Young. Oui. Est-ce qu'il y a du nouveau de nos amis cardiologues que je salue concernant la nouveauté sur la tricuspide, le traitement de la tricuspide? Est-ce que les choses sont plus claires? Il n'y a pas de grandes nouveautés dans les recommandations. On reste sur des indications très larges de traitement
combiner des insuffisances tricuspides lorsqu'il y a une chirurgie du cœur gauche. Et comme là, le changement avait eu lieu en 2017, c'est-à-dire qu'on tenait plus compte du diamètre de l'anneau tricuspide que de la sévérité de la fuite tricuspide, puisqu'on sait que la sévérité de la fuite tricuspide dépend beaucoup des conditions de charge. Ça peut évoluer dans le temps selon le traitement diurétique ou autre, donc c'est surtout la dilatation de l'anneau. Donc ça n'a pas tellement changé. Il y a une recommandation de classe 2B pour les traitements percutanés tricuspides qui commencent à arriver. Ce n'est qu'une recommandation de classe 2B, c'est réservé aux patients inopérables ou à risque opératoire. C'est, je dirais, une petite avancée dont on peut espérer qu'elle progressera dans les années à venir parce que on sait que ces patients, notamment pour les chirurgies tricuspides isolées, soit dans des fuites tricuspides isolées, soit chez des patients qui ont déjà été opérés du cœur gauche, mais qui ont une progression de la fuite tricuspide. On sait que ces patients, ce sont des réinterventions à haut risque. S'il y a des alternatives percutanées, ce sera certainement très, très utile. Mais pour l'instant, c'est uniquement une petite entrée des techniques percutanées. J'ai peut-être deux petites questions. La première, c'est par rapport au TAVI. On a déjà bien vu que les recommandations elles sont un petit peu changées par rapport à 2017 pour les indications de TAVI par rapport au remplacement valvulaire chirurgical. Et là, c'est clair, il y a l'âge qui sort comme un premier critère. Au-delà de 75 ans, quel que soit le risque, le STS score ou le score 2, donc c'est toujours un TAVI. Et puis pour les plus jeunes, donc moins de 75 ans, là, on peut calculer le STS score. Et s'il est supérieur à 8% ou pour le SSS, là, on pousse plutôt pour le TAVI. Par contre, il y a une tranche entre 4 et 8% de STS score. Là, j'ai l'impression que les recommandations ne sont pas prononcées. Ils ont laissé le choix pour le Heart Team pour en choisir selon les critères anatomiques si l'approche fémorale est permissive pour le TAVI. Donc, que pensez-vous de cette recommandation par rapport à un STS score qui est intermédiaire? Donc, là, effectivement, il y a un petit déséquilibre entre les deux cases, si on peut dire. Je crois que, et ça aussi, ça a été évoqué dans la discussion cet après-midi, c'est surtout le but que ces patients, je crois qu'il faut, on a toujours besoin un petit peu de repères, mais pas trop s'obnubiler sur les chiffres d'âge et de score de risque. C'est justement pour que ces patients soient discutés de façon médico-chirurgicale, et ça rejoint ce qu'on disait en introduction, l'importance de cette approche multidisciplinaire, parce qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui doivent jouer. L'apport fémoral, comme vous le soulignez, qui est très important, parce qu'on a vraiment de plus en plus d'arguments pour penser que le bénéfice du TAVI, lorsqu'il existe par rapport à la chirurgie, vient surtout des voies transfémorales. Il y a la prise en compte de facteurs de risque qui ne sont pas forcément reflétés dans les scores de risque. La fragilité est relativement rare à cet âge-là, puisque là, on est avant 75 ans, mais un certain nombre d'autres comorbidités qui doivent être prises en compte. Il y a un point qui est très important aussi, qui n'apparaît pas dans le graphique, mais encore une fois, c'est toujours difficile de résumer des recommandations en quelques diapositives. Je pense que quand on aura les diapos de l'ESC ou qu'on aura eu le temps de bien lire le texte, on pourra les préparer. C'est un point qui est très important, qui n'apparaissait pas dans les recos de 2017, c'est la décision partagée avec le patient et le poids de la décision du patient qui doit être pris en compte dans le choix entre TAVI et chirurgie. Ça, je crois que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Oui. Merci. Oui, rapidement. Juste une dernière petite question, c'est toujours dans le TAVI, c'est pour le traitement anticoagulant post-TAVI. Là, c'est clair, il y a l'étude River pour le post-remplacement chirurgical mitral biologique. Là, il y a le rivaroxaban qui était positif par rapport aux AVK, mais là, on était un peu déçus par rapport à la dernière étude publiée aujourd'hui dans le New England et présentée cet après-midi avec l'edoxaban, l'étude Envisage TAVI, qui était malheureusement négative chez les patients qui sont en FA, qui ont eu un TAVI. Et là, en comparant avec les AVK, il y a même un sur-risque hémorragique sans un gain ischémique. Donc, certainement, on est un peu déçu par rapport aux AOD. Dans le post-TAVI, donc il y a aussi même avec l'apixaban, avec le rivaroxaban, avec le Galileo, ils sont tous négatifs. On ne comprend pas pourquoi, chez cette population-là de TAVI, certainement ils sont âgés, pourquoi les AOD ils n'étaient pas supérieurs par rapport aux AVK. Je suis d'accord, c'est un petit peu surprenant. En plus, nous, on avait des données un peu différentes dans le… Bon, ça vient d'un registre, donc ça n'a pas la valeur méthodologique d'une étude randomisée, bien sûr.
mais dans les données tirées des registres France 2 et France Ta Vie, ça a été publié tout récemment dans chaque intervention, on avait plutôt moins d'événements pour les patients qui avaient une indication aux anticoagulants, c'est-à-dire essentiellement des patients en fibrillation atriale, il y avait plutôt moins d'événements, plutôt un bénéfice des nouveaux anticoagulants par rapport aux AVK. Donc ça reste un sujet ouvert et je pense qu'il faudra bien analyser ces données sur les doxabords, pour lesquels on n'a pas d'expérience parce qu'il n'est pas commercialisé en France. On sait qu'il n'y a pas de bénéfice à l'anticoagulation systématique, c'est maintenant clair. Pour ceux qui ont une indication, ça reste, on avait des données, il y a eu d'autres données publiées de registres revues récemment qui étaient plutôt optimistes. On a quelques contradictions entre les différentes sources, parce qu'on a eu aussi dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle, il va falloir réfléchir à tout ça. Merci, professeur Young, pour cette belle mise au point. Espérons vous voir aussi très prochainement en présentiel.